Ça va faire bientôt 18 mois que l'intelligence artificielle m'accompagne pour certaines de mes tâches professionnelles et personnelles. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, plus le temps va passer, plus l'IA va prendre de la place dans le quotidien. Même si l'expérience terrain reste la clé de voûte de la réussite d'un professionnel de l'immobilier ou d'un particulier, l'intelligence artificielle va vous aider à analyser des situations complexes, à vérifier des angles morts et à vous accompagner dans votre logique de raisonnement. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil que j'ai créé sur ChatGPT. Il est gratuit et ouvert à toutes et à tous, et vous allez voir des cas d'utilisation concrètes. Donc sans trop de détails, dans une première partie, je vais vous parler des avantages et des limites de l'intelligence artificielle, et dans une deuxième partie, vous allez voir des cas concrets d'utilisation qui vont vous permettre de gagner en productivité, que vous soyez acheteur, vendeur ou professionnel de l'IMO. Alors on peut parler de différentes IA. Aujourd'hui, je vais évoquer ChatGPT parce que c'est l'intelligence artificielle dont je me sers, mais il existe par exemple l'IA Claude, que je trouve aussi très performante. Allez, on démarre. Bon alors, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle, donc je ne vais pas vous donner un cours ici sur le fonctionnement exact des IA. Je suis un utilisateur régulier et à force d'essais-erreurs, j'ai mieux compris comment elles fonctionnent. Ce qui m'a clairement fait gagner en productivité, mais pas uniquement. J'ai pu aussi déceler des failles dans certaines de mes réflexions et améliorer ma communication, notamment écrite. Dans l'immobilier, on est tous concernés, les professionnels et les particuliers. Je vous mettrai en description le lien d'un rapport qui est sorti fin mars, c'est la commission de l'intelligence artificielle qui l'a sorti, et on y voit des choses très intéressantes. Pour faire simple, la quasi-intégralité des emplois seront touchés par l'IA, et notamment toutes les tâches extrêmement répétitives de certains métiers. Aussi, il est clair que le gain de productivité constaté jusqu'ici devient permanent. Donc c'est pas comme si on parlait d'un gain transitoire, qui donc ne durerait pas dans le temps. Ça doit nous interroger. Si on me demandait les éléments les plus importants que j'aurais aimé connaître au départ de mon utilisation de l'IA, eh bien je vous en aurais cité deux. La première, c'est que apprendre à communiquer avec une intelligence artificielle est long. Si vous avez déjà essayé, en général, vous lui demandez quelque chose, vous obtenez une réponse, et si vous n'êtes pas habitué, vous vous dites « mais c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire ». Et pourtant, si vous décidez de travailler sur une tâche concrète et complexe, là, l'IA a encore de sacrés défauts. Le concept à comprendre, c'est véritablement garbage in, garbage out. L'IA est un modèle de langage, il a donc une certaine manière de comprendre ce que vous lui dites, et selon la manière dont vous vous exprimez, il peut bien vous répondre ou vous répondre complètement à côté. Et le pire, c'est que vous ne savez pas forcément quand est-ce qu'il vous répond à côté. Ça dépend si vous lui posez une question sur votre domaine d'expertise ou non, évidemment. Et le biais qu'on a dès le départ, c'est d'avoir l'impression qu'on est compris par l'IA. Donc, plus vous êtes exigeant et plus la communication devient complexe. Ça veut dire que vous devez respecter une structure de phrase pour communiquer correctement et obtenir les meilleurs résultats. Pour communiquer avec l'intelligence artificielle, vous allez rédiger ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est simplement les instructions que vous allez lui donner et ce qui va lui permettre de comprendre ce que vous souhaitez. Pourquoi on dit que les IA sont révolutionnaires ? C'est parce qu'elles comprennent le langage naturel, donc pas un langage informatique à proprement parler. Mais il faut véritablement savoir communiquer correctement. Donc croyez-moi, après des centaines d'heures, parfois je pense être clair dans mes explications et pourtant je ne le suis pas. Mais à force d'essais, j'obtiens d'excellents résultats aujourd'hui. Considérez en fait l'IA comme un stagiaire capable de faire absolument toutes les recherches possibles. Donc quand vous lui demandez quelque chose, il vous apportera la réponse, ça c'est formidable. Par contre, comme tout stagiaire qui débute, en général, il n'est pas très spécialisé et c'est à vous de le spécialiser. Donc vous devez être au maximum précis dans votre propos et notamment, alors on trouve ça partout sur YouTube évidemment, mais il faut respecter une règle de base, alors que personnellement j'ai légèrement modifié, mais elle me convient comme ça. Quand je demande quelque chose à l'intelligence artificielle, je respecte le RICOE. R pour le rôle, donc c'est le rôle que vous allez lui donner. Exemple, tu es un expert de la négociation, tu connais toutes les techniques de vente les plus reconnues et sais les appliquer sur le terrain. Voilà, par exemple, ça c'est le rôle. I comme instruction, je vais te demander de réaliser une étude comparative de marché sur le service d'un de mes concurrents par rapport au service que je propose. Puis C comme contexte, je travaille dans une entreprise de X centaines de salariés, je fais tel métier, je dois rendre ce rapport pour la semaine prochaine à mon N+1 car l'enjeu est celui-ci. O comme objectif, l'objectif est d'avoir un rapport extrêmement clair mais détaillé et il faut que tu le fasses dans un langage simple puisque ce rapport sera lu par des membres de la direction mais également des collègues de différents services. Tout le monde doit donc pouvoir le comprendre. Et E comme exemple. J'ai l'habitude de réaliser des analyses de marché avec le modèle SWOT. Donc en français, c'est l'identification des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces concernant notre offre ou notre entreprise. Et à partir de là, vous l'avez guidé dans un chemin et il vous apportera une bien meilleure réponse que si vous lui dites simplement « Voici mes deux offres, s'il te plaît, fais-moi un comparatif de marché en me disant laquelle est la meilleure ». C'est beaucoup trop généraliste.
Donc ça, c'est la première chose à retenir sur l'IA. C'est du travail de communication. La deuxième chose que j'ai appris, et je pense la plus pénible, peu importe l'intelligence artificielle que vous utilisez, c'est qu'elles ont tendance à être toujours d'accord avec vous. Et ça, franchement, c'est assez insupportable. Parce que quand vous avez envie de challenger un raisonnement, un apprentissage, une offre, un produit, un service, peu importe, vous vous rendez compte que si vous la guidez un tout petit peu trop, si vous insérez un ou deux mots qui lui font potentiellement comprendre que vous croyez à quelque part en un certain résultat, clairement, elle ira dans votre sens. Il peut trouver ce que vous lui demandez, mais en fait, il ne comprend pas vraiment ce que vous voulez. Derrière tout ça, c'est du calcul. Et je vous donne un exemple sur l'immobilier. Si vous lui demandez de comparer le loueur meublé non professionnel et la location nue, il va vous faire un comparatif. Si vous lui demandez de se positionner de la manière la plus objective possible sur un des deux régimes, il aura déjà beaucoup plus de mal à le faire. Il va vous donner un résultat, mais si vous lui glissez une phrase après en lui disant « Je suis pas tout à fait d'accord, je pense que l'autre est plus intéressant », il va directement vous répondre « Vous avez raison, en effet, j'ai omis telle et telle chose, ce régime est plus intéressant que le premier ». Voilà, il peut se contredire sans aucun problème, ce que ne ferait pas un être humain, parce qu'un être humain a des convictions, lui, il n'en a absolument aucune, il sera majoritairement d'accord avec son utilisateur. Et ça, c'est quelque chose d'ancré dans son code, donc vous ne pouvez pas y toucher. Vous pouvez l'améliorer, mais pas changer grandement ce comportement. Et il faut bien comprendre aussi qu'il y a un business derrière les intelligences artificielles, évidemment. Donc si vous aviez une IA qui était véritablement capable de vous challenger, de vous montrer que votre raisonnement est peut-être biaisé, etc., un petit peu trop souvent, eh bien potentiellement on abandonnerait son utilisation. Parce que bon, on a du mal à accepter la contrariété parfois. Et le but de ces sociétés, c'est que vous utilisiez un maximum l'IA. Donc elle n'a pas de raison de vraiment vous contredire. Alors maintenant, on va passer à une étude de cas concret. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer à la timeline suivante pour aller directement à la conclusion. Pour les autres, on va regarder un robot GPT que j'ai créé, qui est disponible gratuitement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte ChatGPT payant pour l'utiliser. Et pour le coup, c'est un GPT spécialisé dans l'immobilier résidentiel. Il peut aider autant les professionnels que les particuliers. Et il est conçu pour être spécialisé dans l'immobilier sous toutes ses formes, donc le commerce, la communication, le marketing, le juridique, la finance, la fiscalité. Il peut vous aider à analyser un produit, un service, un marché, vous aider à la prise de décision ou à rédiger des annonces de manière la plus optimale possible. Ce qu'on appelle un GPT, c'est finalement un robot qui dépend de ChatGPT, mais qui possède des instructions spécifiques que lui a données son créateur, en l'occurrence moi. Il vous apporte des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes que si vous aviez à rédiger les questions vous-même. Je vais vous montrer des exemples comparatifs tout de suite, ok ? Allez, c'est parti. Alors, une fois qu'on est ici, c'est vrai que je vais considérer que vous avez déjà utilisé ChatGPT au moins quelques fois, que vous vous êtes inscrit, vous savez aller dessus et vous savez taper quelque chose dans la barre de messages. Et en général, on trouve des tutos un petit peu partout sur Internet, mais si jamais vraiment vous souhaitez que j'en fasse un, dites-le moi et je réaliserai un tuto d'utilisation. Alors, on est parti. Ici, on va demander à ChatGPT de nous aider à rédiger une annonce immobilière. Imaginons que je sois agent immobilier, je viens de prendre un mandat exclusif, formidable, et je veux rédiger une annonce optimale pour attirer évidemment le plus de personnes possible et donner des informations percutantes. Je peux donc par exemple lui soumettre ma demande comme ça. Alors, j'ai une utilisation de ChatGPT quasi exclusivement à l'oral. J'écris très peu. Tu es un expert de la communication. J'ai besoin que tu rédiges une annonce de vente immobilière. Aujourd'hui, je suis agent immobilier et je viens de récupérer un mandat exclusif d'une maison de 120 mètres carrés avec 4 chambres, 2 salles de bain, un garage double, un terrain de 700 mètres carrés. La maison est située en fond d'impasse, au calme, d'une petite ville de 6000 habitants à 20 km de la ville de Dijon. Je souhaite véritablement une annonce impactante, de qualité, et pour ça, sers-toi de tes connaissances en marketing et communication. Et je précise, le prix est de 500 000 €, et je trouve que cette maison est idéale pour les familles. Voilà, une fois que j'ai terminé, j'envoie la requête, et on va voir le résultat. Vous voyez le résultat ici, il a au départ indiqué la maison, sa surface, le nombre de chambres, le terrain et la proximité de Dijon. Ensuite le prix, puis il démarre par sa situation. Située en fond d'impasse dans une charmante petite ville de 6000 habitants à seulement 20 km de Dijon, cette maison de 120 mètres carrés est un véritable havre de paix, formidable. Bon, deuxième paragraphe, dès l'entrée vous serez séduit par l'espace et la luminosité de cette maison, etc. Il complète avec le paragraphe suivant sur le garage double, ainsi que la surface du terrain, parfait pour vos moments de détente en extérieur et pour créer un espace de jeu pour les enfants. C'est pas mal. Il indique ensuite les points forts, donc maison située en fond d'impasse, le terrain clôturé et piscinable, ville dynamique avec école, commerce, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier résultat.
Est-ce qu'il est intéressant? Oui, il est pas mal. Et si vous avez remarqué, dans ce que je lui ai demandé, j'ai déjà été un petit peu précis. J'ai pas balancé une phrase comme ça, j'ai utilisé le rôle, l'instruction, le contexte, l'objectif. J'ai pas mis d'exemple, mais normalement, ça devrait être assez précis. Et pourtant, cette annonce-là, elle est pas mal, mais franchement, peut mieux faire. Maintenant, je vais reprendre exactement ce qui est écrit ici, donc ma demande, et je vais le mettre dans la barre de chat du robot GPT que j'ai créé. Il s'appelle Mon Partenaire IMO, donc vous pouvez le trouver facilement. Comment y accéder? Eh bien, lorsque vous êtes sur ChatGPT, vous avez une barre latérale à gauche et vous avez quelque chose qui s'appelle Explorer les GPT. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page de recherche de tous les GPT. Il y en a des millions et vous tapez Mon Partenaire IMO. Le voilà. Démarrez le chat et nous voilà dessus. Je vous le disais, on va réécrire exactement la même demande. Je la colle, la voici, donc tu es un expert de la communication, bref, on lui envoie. Voici le résultat qui s'affiche à l'écran. Donc, comparativement à ce qu'on voyait avant, le prix n'est pas marqué en premier, vous avez remarqué. Et dès le départ, il y a une accroche. Pourquoi est-ce que la structure est différente? Eh bien, puisque j'ai programmé ce robot GPT selon les demandes que vous avez, que ce soit pour lui demander de rédiger une annonce immobilière ou bien de vous expliquer la fiscalité ou faire un benchmark de produits. Peu importe, il va avoir des méthodes différentes selon ce que vous lui demandez. Et ici, il va utiliser une méthode qui est assez connue, AIDA, donc attention, intérêt, désir, action. Et c'est comme ça qu'il va structurer l'annonce. Donc automatiquement, vous voyez, il marque exclusivité, maison familiale de 120 mètres carrés au calme à proximité de Dijon. Avec une accroche, tout de suite, il attire votre attention. Vous rêvez d'un cadre paisible pour élever votre famille? Voilà, on pose une question, c'est une accroche. Découvrez cette maison, blablabla. Ensuite, on est dans l'intérêt. Donc, ce bien exceptionnel vous offre 4 chambres spacieuses, idéales pour accueillir votre famille, le confort des 2 salles de bain, le garage double. Ensuite, on passe au désir. Que vous soyez en quête de plus d'espace pour votre famille ou d'un cadre de vie privilégié à quelques minutes de Dijon, cette maison est faite pour vous. Et le fameux call to action, donc on demande de passer à l'action. Pour cette belle propriété au calme dans un secteur privé, ne laissez pas cette opportunité unique. Contactez-nous dès aujourd'hui. On est dans une structure d'annonce qui est beaucoup plus lisible que ce qu'on a vu juste avant. Je vous laisse revenir à cette timeline si vous voulez revoir l'autre annonce. Mais c'est le jour et la nuit. Et vous avez d'ores et déjà une base de travail beaucoup plus solide pour rédiger la meilleure annonce possible. Maintenant, on va se positionner en tant que particulier en recherche d'informations précises sur un sujet qui nous intéresse, mais qu'on ne maîtrise pas. On va commencer par ChatGPT classique et on va lui demander de nous expliquer comment fonctionne le loueur meublé non professionnel au régime micro-BIC et au régime réel amortissable. Donc c'est déjà plus technique. Je lui demande donc tout de suite: tu es un spécialiste de l'immobilier et notamment de la fiscalité immobilière en France. J'aimerais que tu m'expliques la différence réelle entre le loueur meublé non professionnel au régime réel amortissable et le loueur meublé non professionnel au régime micro-BIC. Je suis un particulier en quête d'un premier achat locatif immobilier et je ne maîtrise pas du tout l'aspect fiscal. J'aimerais que ton explication me permette de me décider sur le meilleur régime à choisir. Voilà, on va lui envoyer cette demande. Nous y voilà. Alors, je ne vais pas lire toute la réponse qu'il nous a faite, mais il nous dit: pour choisir entre le régime réel amortissable et le micro-BIC en tant que LMNP, il est important de comprendre leurs principales différences, notamment en termes de fiscalité. Donc il commence par nous expliquer le régime micro-BIC et il nous dit simplicité et abattement forfaitaire. Il va donc nous parler des caractéristiques avec l'abattement forfaitaire de 50% sur les revenus locatifs et que donc cet abattement permet de couvrir des charges théoriques et on ne peut pas déduire évidemment les charges réelles. Simplicité, aucun calcul d'amortissement ni de suivi complexe des charges, idéal si tu souhaites une gestion fiscale allégée. Très bien. Ensuite, le régime réel amortissable, optimisation des charges. Donc là, il va évoquer la déduction des charges réelles, intérêts d'emprunt, travaux, frais de gestion, etc. Et ensuite, surtout, l'amortissement du bien. C'est une particularité très intéressante de ce régime, ce qui va réduire le revenu imposable. Évidemment, plus de complexité. Donc il va comparer avec le régime micro-BIC en disant que ça nécessite une comptabilité et une gestion plus rigoureuse et donc le recours à un expert comptable, c'est juste. Et puis 3, quel régime choisir? Donc il répond tout de même à ma question: si tes charges sont faibles, pas d'emprunt ou très peu de travaux, le micro-BIC peut suffire car l'abattement de 50% est simple et efficace. Et si tes charges sont importantes, dans ce cas-là, tu devrais plutôt
En gros, partir sur le régime amortissable. Il fait un petit résumé, micro BIC simple, pas de gestion complexe, abattement de 50%, et régime réel plus complexe mais potentiellement très avantageux fiscalement. Si tu prévois d'investir dans un bien où les charges seront élevées, je te conseillerais de te tourner vers un régime réel pour maximiser les avantages fiscaux. Est-ce qu'elle est bien cette réponse? Elle est pas mal déjà, elle est pas mal du tout. Maintenant, on va demander la même chose à mon partenaire IMO. Et c'est parti. Nous voilà avec la réponse de mon partenaire IMO pour la même demande. Qu'est-ce qui change ici? Il expliquait tout de suite ce qu'était le régime micro BIC. Ici, il va vous parler plutôt du point de départ. Avant de rentrer dans les détails, il est important de comprendre ce qu'est le LMNP. Donc il vous explique ce que c'est un statut pour les particuliers et que ça correspond aux personnes bien sûr qui ne rentrent pas dans des critères pouvant être considérés comme des loueurs professionnels. Il vous donne quelques détails chiffrés et il vous rappelle les deux régimes possibles. Donc il y a déjà un constat de base. Ensuite, il vous explique le régime micro BIC, mais de manière différente et plus complet. Souvenez-vous, juste avant, il vous parlait des abattements forfaitaires et de la simplicité. Ici, il va tout de suite vous donner l'avantage et puis la simplicité de déclaration. Ensuite, il va vous parler des limites. Pas de prise en compte des charges réelles, pas d'amortissement du bien. Et après, quand choisir le micro BIC, il vous donne déjà tout de suite la réponse. Quand tes charges réelles sont faibles, si tu souhaites une gestion fiscale simplifiée et si ton investissement est modeste et n'implique pas de grosses dépenses, rénovation, travaux, etc. Ensuite, il va détailler le régime réel amortissable, je ne vais pas tout vous lire non plus, mais pareil, les charges déductibles, les amortissements. Et là, il vous donne un exemple. Si tu achètes un bien à 200 000, tu pourrais potentiellement déduire entre 4 et 6 000 euros chaque année sur tes revenus locatifs. Puis, il explique que c'est une déclaration en effet plus complexe à gérer. Il vous donne pareil les limites, la complexité de gestion, pas toujours avantageux pour les petits loyers. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas non plus sur l'autre chat. Quand choisir le régime réel ? Quand tu as des charges importantes, etc., etc. Et ensuite, il vous fait une comparaison en chiffres entre les deux modèles, avec une hypothèse de loyer annuel à 10 000 euros, des charges réelles pour 3 000, un amortissement du bien pour 4 000 euros. Le résultat en micro BIC, le résultat au régime réel. Et ensuite, il termine par quelle option choisir. Opte pour le micro BIC si blablabla, et opte pour le régime réel amortissable si blablabla. Conclusion, en résumé, si tu cherches une gestion simplifiée et que tes charges sont modestes, le micro BIC pourrait être plus adapté. Par contre, si tu veux optimiser la fiscalité, envisager des travaux et des frais d'emprunt importants, l'amortissable est encore mieux. Évidemment, en termes de conclusion, il ne va pas non plus se positionner. Je vous disais, d'une part, c'est difficile de le faire pour l'intelligence artificielle, et puis d'autre part, il n'a pas plus de contexte que ça par rapport à vous. Donc il ne peut pas vous donner véritablement une position absolument certaine. Mais quand vous lisez ça, vous avez beaucoup plus d'informations que sur la demande précédente. Pourtant, il s'agit exactement du même prompt de départ. J'en ai terminé pour ces deux exemples, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais je vous laisserai le consulter, l'utiliser, et bien sûr, si vous avez des suggestions, faites-les, ça permettra potentiellement d'améliorer le modèle, donc avec plaisir pour vos retours. Voilà, je vous ai montré deux exemples relativement simples, mais un cas où on est professionnel de l'immobilier et un autre dans lequel on est particulier, et vous voyez que les réponses sont tout à fait différentes. Pourtant, j'ai quand même réalisé un prompt un petit peu détaillé. Et vous voyez la différence énorme de résultats entre les deux. En conclusion, je pense que vous pouvez constater l'infinité d'actions qu'on peut réaliser avec une IA. Elle peut vous accompagner sur quasiment tous vos projets, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de détails, visualiser les angles morts et vous accompagner sur des tâches de rédaction et parfois de réflexion. Je vous mettrai en description le lien direct du GPT Mon Partenaire IMO. Utilisez-le, faites-vous plaisir et puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-le en commentaire. Dites-moi également si vous utilisez l'intelligence artificielle et en même temps si vous êtes professionnel ou particulier vous intéressant à l'immobilier et quelles limites vous apercevez ou quels sont véritablement les avantages que vous avez constatés. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui utiliseront l'intelligence artificielle prendront de l'avance sur les autres. C'est inévitable. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. On se quitte et je vous dis à bientôt. Ciao!